salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu teew ci ndaje bi maa ngi tudd Adjiboussa Dieng je suis présentement professeur à l'université de Princeton aux États-Unis où je dirige un groupe de recherche qui travaille à l'intersection entre l'intelligence artificielle et les sciences naturelles telles que la chimie, la biologie, la science des matériaux, la physique et l'écologie. J'enseigne aussi et je vais vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle et comment la voie mouride peut nous guider à bien maîtriser les risques liés à l'intelligence artificielle. maa ngi nuyu tamit Modou Ndiaye di ko remercier ci invité bi ma invité di remercier professeur Ahmad Mbacké bi nga xam ne mooy modérer discussion bi. Donc nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est le plus grand bouleversement technologique de l'histoire humaine. Et ce n'est pas seulement moi qui dis cela. Il y a beaucoup d'autres chercheurs qui pensent la même chose. Donc, elle provoque une crise éthique qui peut se sentir à travers le monde. Et nous allons voir comment les enseignements de Serigne Touba détiennent la réponse à ces problèmes-là. Donc, nous allons commencer par définir ce que c'est que l'intelligence artificielle parce qu'on entend le mot un peu partout. Donc, je voulais commencer par donner une petite définition. Il y a eu beaucoup de définitions de l'intelligence artificielle tout au long de son histoire, mais la définition que j'aime adopter est celle-ci. L'intelligence artificielle est un ensemble de méthodes pour apprendre à la machine à accomplir des tâches aussi bien que ou mieux que les humains. Et donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la magie, elle n'a pas d'âme, c'est simplement de la reconnaissance de structures dans nos données à une échelle massive. Ces données-là peuvent être produites par les humains à travers leurs activités, comme par exemple vos données de la santé, vos données sanitaires, les données liées à nos économies, les données liées à la science, les données liées à notre consommation et à nos interactions. Donc, ça peut être des données provenant de n'importe quel domaine. Et donc, l'intelligence artificielle utilise ces données-là afin d'apprendre des corrélations, les corrélations qui sous-tendent ces données-là, afin de pouvoir accomplir des tâches. Il y a beaucoup d'exemples de tâches, comme par exemple traduire des documents, produire des images, traduire une audio, produire des formules pour les médicaments. Donc, il y a un peu tout ce qui peut être formulé comme un problème. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour résoudre ce problème-là. Donc, nous allons maintenant présenter quelques avancées de l'IA et beaucoup de problèmes que l'IA a permis de résoudre. Nous allons commencer par le langage où l'intelligence artificielle a eu beaucoup d'impact positif. Donc l'IA ces 10 dernières années est devenue hyper performante. Ce matin, j'ai posé en préparant cette présentation, j'ai posé une question très simple à ChatGPT. Je pense que tout le monde connaît ChatGPT. C'est un système d'IA avec lequel on peut converser, poser des questions, avoir des réponses et tout ça. Donc, j'ai posé à ChatGPT, qu'est-ce que tu connais du mouridisme? Et il m'a répondu, le mouridisme est une confrérie soufie majeure d'Afrique de l'Ouest, profondément enracinée au Sénégal et au-delà. Elle est à la fois un courant spirituel, un mouvement social et une organisation économique. Après, ChatGPT m'a montré des photos du cheikh, des photos de la mosquée de Touba et des photos
de quelques dames à l'intérieur des mausolées. Et il poursuit en disant: le mouridisme a été fondé à la fin du 19e siècle par Ahmadou Bamba, un maître spirituel sénégalais. Son enseignement s'inscrit dans le soufisme, la dimension mystique de l'islam. Donc ChatGPT je pense, a bien répondu à ma question, mais en lisant la réponse, on se rend compte que la machine ne se contente pas de nous recracher une liste de liens bleus comme un vieux moteur de recherche, comme Google dans le temps. Et cette machine ChatGPT est capable de converser, est capable de synthétiser des informations disponibles sur Internet. Elle est capable de structurer une pensée complexe avec une fluidité grammaticale absolument parfaite. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a à peine 10 ans, donc en 2016, tout cela n'était pas possible. Avoir juste la machine produire une phrase qui est grammaticalement correcte était une impossibilité. Mais maintenant, vous avez vu qu'elle est capable de converser, de tenir une conversation. Donc aujourd'hui, la machine est capable de faire tout cela, de disserter sur la philosophie, l'histoire et l'impact de Serigne Touba en l'espace de quelques secondes, ce qui n'était pas possible, encore une fois, il y a de cela 10 ans. Donc il y a eu un énorme progrès lié à l'IA ces 10 dernières années. Et ça, c'est à cause de beaucoup de facteurs dont nous n'allons pas parler. Avec le langage, il y a eu aussi beaucoup d'avancées de l'IA liées à la vision, donc tout ce qui est production d'images, de vidéos. Par exemple, ici, je vous montre quelques images générées par, je pense que ça c'est ImageGen, un système d'IA qui a été créé par Google. Avec ce système, vous pouvez simplement entrer du texte qui s'appelle un prompt, on appelle ça un prompt, et le système est capable de générer l'image que vous décrivez avec le texte. Et donc, c'est une application qui permet de produire du contenu. Et ça a des implications majeures, particulièrement en ce qui concerne la production de contenu lié à l'éducation. Tout ce qui est éducation. Il y a actuellement, par exemple, une série très bien faite sur YouTube qui utilise l'IA pour raconter la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils utilisent l'IA pour produire des animations en respectant les règles de l'islam. Donc, ils ne montrent pas le visage du prophète ou le physique du prophète, mais ils produisent des vidéos qui sont très bien faites et qui sont très éducatives. Donc, je pense qu'il y a énormément d'opportunités en ce qui concerne utiliser l'IA en tout ce qui concerne l'éducation, y compris l'éducation spirituelle. Et donc, cette performance de l'IA en ce qui concerne le texte et les images nous montre une chose essentielle. L'IA n'est pas qu'un outil de divertissement. Quand elle est utilisée avec la bonne intention, elle devient un outil extraordinaire pour éduquer nos enfants, transmettre notre histoire et préserver notre patrimoine. Donc, nous avons vu que la machine sait écrire, elle sait converser. Nous avons vu qu'elle sait créer des images, mais aujourd'hui, elle sait aussi voir. C'est ce qu'on appelle image captioning. Donc, si vous donnez une photographie à ces systèmes d'IA, ils sont désormais capables d'analyser chaque pixel, de comprendre le contexte de l'image et de vous décrire exactement ce qui se passe sur l'image avec un texte précis. Les applications pratiques de cela sont immenses. Pensez à des outils qui décrivent par exemple l'environnement pour les personnes malvoyantes ou à des systèmes capables d'analyser des cultures agricoles pour détecter des maladies, les maladies liées à nos récoltes et à tout ce qui est lié à l'agriculture. L'IA a aussi fait des progrès considérables en ce qui concerne la traduction automatique. Elle peut traduire du texte qui se trouve directement sur une image et peut ainsi permettre de s'orienter facilement dans les rues. Elle abolit donc littéralement les frontières linguistiques dans le monde physique. Donc l'IA peut nous permettre de converser dans différentes langues différentes. Par exemple, en wolof, en anglais, en français, en arabe.
Donc, ça permet d'abolir les frontières linguistiques. L'IA ne fait pas que lire ou voir. Aujourd'hui, elle est également capable d'écouter et de comprendre la voix humaine. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance vocale automatique. Vous pouvez parler naturellement à votre téléphone ou à votre ordinateur. Vous avez sûrement dû utiliser ces genres de fonctionnalités avec votre smartphone. Et l'IA retranscrit chaque mot en temps réel avec une grande précision. Et ça a été une grande avancée liée à l'IA. Et ça ouvre aussi beaucoup de possibilités. Imaginez par exemple un médecin qui dicte ses notes sans utiliser ses mains, ou imaginez un système qui sous-titre instantanément une conférence pour les malentendants et qui peut aussi traduire en même temps, donc utiliser les capacités de l'IA de traduire différentes langues. Vous pouvez aussi traduire directement une audio dans différentes langues en utilisant l'IA. Enfin, les capacités de l'IA ne s'arrêtent pas au monde numérique, donc ça ne s'arrête pas au texte ou aux images, vidéos ou sons. L'IA est en train de transformer la science fondamentale et notre monde physique. Donc aujourd'hui, l'IA peut accélérer de manière spectaculaire la découverte de nouveaux matériaux ou de nouvelles molécules. Par exemple, imaginez des scientifiques qui tentent de créer un panneau solaire plus performant ou un nouveau type de ciment beaucoup plus solide ou un type de ciment qui peut préserver l'eau, qui peut capturer l'eau, donc ce qui peut être très utile avec les inondations qui se passent souvent à Touba. Donc, imaginez des scientifiques qui veulent créer ces genres de matériaux. Traditionnellement, cela demande des années d'expérimentation en laboratoire par essai et erreur. Et donc, ça prend énormément de temps et ça devient même impossible pour certains types de matériaux. L'IA, l'intelligence artificielle, peut aider à réduire ce temps-là. Elle peut simuler les lois de la physique et tester des millions de combinaisons chimiques en quelques jours. Donc, nous parlons de réduire des décennies de recherche à quelques jours seulement. Et l'IA a eu cet effet-là dans le monde de la science, plus particulièrement la science des matériaux. Des matériaux nouvelles qui peuvent résoudre des problèmes nouveaux, comme les inondations et des problèmes liés à la santé, le climat, l'énergie et tout ça. Pour terminer sur ces avancées de l'IA, je voulais aussi montrer que l'IA a franchi une nouvelle frontière spectaculaire, celle du raisonnement logique pur à travers les mathématiques. Donc, pendant longtemps, les systèmes d'IA étaient excellents pour imiter le langage, mais échouaient sur des calculs basiques liés à la logique. Aujourd'hui, cela a beaucoup changé. Des modèles d'IA parviennent désormais à résoudre des problèmes de géométrie et d'algèbre complexes du niveau des Olympiades internationales de mathématiques. Donc récemment, 2 intelligences artificielles de Google ont remporté une médaille aux Olympiades de mathématiques. La machine ne se contente donc plus de deviner ou de recracher des données. Elle est capable de créer de nouvelles preuves mathématiques et de raisonner pas à pas. Tout ceci constitue un énorme progrès en ce qui concerne l'IA parce que, encore une fois, en ce qui concerne les maths, il y a 2 ans, cela n'était pas possible en fait avec l'intelligence artificielle, mais cela est possible maintenant. L'IA peut résoudre des problèmes mathématiques avec une très grande précision. Il y a encore beaucoup d'autres avancées, notamment en ce qui concerne la prédiction météo, l'agriculture, la santé, l'énergie, le climat. Mais je vous ai montré les avancées essentielles de l'intelligence artificielle. Toutes ces avancées peuvent nous faire croire à de la magie, mais ce n'est pas le cas. Toutes ces avancées fulgurantes reposent sur une seule et même recette, ce que l'on appelle le paradigme des grands modèles. Donc, la méthode est simple. Premièrement, on spécifie une tâche à apprendre. Par exemple, on veut traduire des documents. Donc, c'est ça la tâche. Ou bien, on veut apprendre à prendre du texte et produire une image correspondant au texte qu'on a
qu'on a écrit. Ça peut être une tâche. Ça, c'est un exemple de tâche. Deuxièmement, on collecte des données massivement, souvent en aspirant Internet, en simplement prenant les données d'Internet ou en utilisant des bases de données existantes qu'on appelle, qui sont souvent présentées avec ce qu'on appelle des benchmarks. Donc, on spécifie une tâche, on collecte des données concernant cette tâche. Par exemple, quand on considère la tâche qui consiste à produire des images à partir de textes, on va collecter beaucoup de textes et d'images correspondant à ce texte en utilisant des données de l'Internet, par exemple. Troisièmement, la machine utilise ces données-là et bien sûr, on doit aussi spécifier ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est juste une formalisation mathématique de ce que la machine doit faire pour pouvoir résoudre le problème qu'on a spécifié, la tâche qu'on a spécifiée. Et ces modèles, on les entraîne en utilisant les données qu'on a collectées. Donc, on entraîne le modèle en utilisant les données qu'on a collectées, de sorte que une fois que le modèle est entraîné, on peut utiliser ce modèle-là pour accomplir la tâche qu'on a décrite, comme par exemple produire des images à partir du texte. Après que le modèle, après avoir entraîné le modèle, donc il y a l'étape évaluation. Cette évaluation peut se faire selon le jugement humain, donc on montre ce que produit le modèle à des humains qu'on paye, et ils peuvent indiquer si ce que la machine produit est bien ou pas. Et donc, on peut évaluer le modèle de l'IA avec le jugement humain ou bien par une démonstration face au public, comme le fait OpenAI ou Anthropic ou les autres entreprises qui évoluent dans le domaine de l'IA dans le monde. L'évaluation peut se faire aussi via un classement sur ce qu'on appelle un leaderboard. Donc, un leaderboard qui indique différents modèles et comment ces modèles-là performent dans différentes tâches. Donc, la méthode est simple. Il y a tâche, il y a données, il y a le modèle qu'on entraîne et il y a la partie évaluation. C'est la recette du succès de l'IA moderne, en gros. Mais c'est précisément dans cette recette que se cachent nos plus grands dangers, que se cachent les plus grands dangers de l'IA. Il y a par exemple le coût écologique et matériel énorme qui vient avec cette façon d'entraîner les modèles d'IA, parce que ça nous donne souvent des modèles qui sont des grands modèles, donc qui demandent beaucoup de ressources et qui produisent et qui émettent beaucoup de CO2, beaucoup de CO2, donc qui peut être toxique pour notre environnement. Par exemple, une étude récente avait montré que pour entraîner un modèle IA appelé Transformer, qui est en gros le modèle principal le modèle principal de beaucoup d'applications d'IA, qui s'appelle Transformer. Pour entraîner un modèle Transformer, ça coûte des milliers de fois plus ça produit des milliers de fois plus de CO2 qu'un humain produise en un an, juste pour entraîner un modèle Transformer. Donc, c'est juste pour vous dire le coût énorme que ces modèles-là ont. Il y a aussi... Donc, la Silicon Valley construit ces modèles pour générer du profit ou dominer le marché. Donc, tout ce qui est ChatGPT et tous ces systèmes d'IA que vous utilisez, ils produisent en fait beaucoup de CO2 et c'est en fait nous autres utilisateurs qui vont payer cette facture-là, qui allons payer cette facture des dérèglements climatiques liés à ces modèles-là. Il y a aussi
le fait qu'une fois créé, l'utilisation quotidienne de ces modèles en fait exige une puissance de calcul énorme. Il y a ce qu'on appelle les data centers, que vous connaissez sûrement déjà, qui hébergent des serveurs et des processeurs physiques qui tournent 24 heures sur 24 pour exécuter ces algorithmes. Donc, à chaque fois que vous utilisez ChatGPT pour vos questions et tout, ces algorithmes sont en train d'utiliser ces data centers-là afin de pouvoir fonctionner et répondre à vos questions. Ces infrastructures matérielles consomment beaucoup de ressources. Elles consomment des quantités énormes d'électricité et elles aussi doivent être refroidies parce qu'elles se réchauffent vite et beaucoup. Et donc, ces infrastructures aussi demandent beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et la facture revient souvent aux habitants, aux individus qui habitent à côté de ces data centers. C'est eux, en tout cas aux États-Unis, c'est eux qui voient leur facture d'électricité augmenter. Et c'est eux, en fait, qui subissent les conséquences de la présence de ces data centers-là, du fait que ces data centers ont un coût énorme. Nous avons vu le coût physique et écologique de ces systèmes, mais il y a un autre danger beaucoup plus insidieux, le danger moral et culturel. Donc, rappelez-vous du paradigme que je vous ai présenté, le paradigme des grands modèles. La machine apprend en aspirant les données d'Internet, en fait. Or, comme nous le savons très bien, l'Internet n'est pas un espace neutre. C'est un miroir qui reflète la vision du monde de ceux qui l'ont construit. Et donc, l'Internet a beaucoup de préjugés historiques. Par conséquent, les modèles d'IA actuels sont profondément biaisés. Ils reproduisent et parfois même amplifient les stéréotypes négatifs envers les Noirs, envers les Africains, envers les musulmans, comme par exemple ce stéréotype lié à l'islam et la violence. Donc le stéréotype là que l'on connaît bien, qui consiste à dire que les musulmans sont violents et qu'ils veulent tuer tout le monde. Donc l'IA perpétue ces stéréotypes-là. Et donc c'est parce que l'IA est entraînée avec des données de l'Internet qui ont ces stéréotypes dans les données. Il y a aussi un problème lié à la collecte de données, des considérations éthiques relatives à la collecte de données. Rappelez-vous, la machine a besoin de données massives pour fonctionner. Et donc, pour entraîner ces systèmes d'IA, les grandes entreprises technologiques aspirent toutes les données qu'ils trouvent sur Internet et elles utilisent très souvent les données des utilisateurs sans leur permission. Donc, ces entreprises peuvent utiliser nos photos, nos textes, les textes que nous envoyons, nos voix, nos activités sur le net, sans nous demander notre permission, créant ainsi des atteintes à notre vie privée. Et il y a aussi des problématiques liées au fait que les données qu'on utilise pour entraîner ces modèles d'IA peuvent utiliser les livres produits par des écrivains, des livres qui sont censés être payants, mais ces données peuvent être collectées et entraîner des modèles d'IA sans pour autant payer les écrivains pour leur production. Donc, il y a une violation systématique des droits d'auteur à l'échelle mondiale, ce qui est une grande problématique en ce moment. Donc, derrière cette illusion d'une technologie hyper performante qui peut résoudre beaucoup de problèmes, il y a une industrie qui s'enrichit en exploitant le travail humain sans jamais demander la permission ni compenser les humains pour leur production intellectuelle. Il y a aussi le fait que pour que ces systèmes d'IA apprennent à reconnaître une image ou produisent ou répondre correctement à notre question, il y a un besoin de libeller les données avec lesquelles on les entraîne.
Et donc, ce travail de libelliser les données est souvent relégué aux Africains, comme par exemple au Kenya ou au Madagascar. Il y a eu des controverses liées au fait que on paye les Kenyans et les Malgaches de petites sommes d'argent pour libeller toutes ces données. Et ces données peuvent dépendre des fois des scènes qui peuvent être psychologiquement assez violentes. Et donc, il y a ce poids psychologique-là qui pèse aussi sur les travailleurs africains qui se chargent de libeller ces données-là. Et il n'y a pas de cadre juridique qui encadre ce travail-là de libeller des données. Il y a aussi les problématiques liées à l'évaluation de ces modèles. Et donc, une compagnie comme OpenAI qui veut produire des modèles qui sont moins racistes, qui sont plus performants et qui sont moins biaisés, ils ont besoin de payer des travailleurs, souvent aussi africains, toujours au Kenya, afin que ces modèles soient plus performants et moins biaisés. Donc, ils leur montrent des données produites par leur système d'IA et demandent à ces travailleurs de juger si ces produits des systèmes sont biaisés ou pas. Et donc encore une fois, ces produits du système d'IA peuvent être psychologiquement très violents et ce travail d'évaluation n'est pas bien encadré juridiquement et il peut y avoir de l'abus et beaucoup d'autres problèmes liés à ce type d'emploi qui se passe dans l'ombre le plus souvent. Il y a aussi d'autres considérations éthiques et je vais les lister vite fait. Il y a la désinformation. Maintenant, l'IA est capable de produire des images qui sont comme si l'IA est capable de produire des images qu'on ne peut pas distinguer avec le réel. Donc, il y a cette menace-là pour la démocratie. Il y a la propagation de la négativité en ligne. Il y a aussi des préoccupations liées à la vie privée. Il y a le fait que l'IA ne fonctionne pas aussi bien pour les communautés sous-représentées comme les musulmans, les Africains et les Noirs. Il y a aussi cette problématique du pouvoir et du contrôle parce que pour entraîner ces modèles, cela demande beaucoup de ressources. Et donc, il y a un énorme coût lié à l'entraînement de ces modèles. Et cela veut dire donc que la production de ces modèles repose entre les mains de seulement quelques acteurs. Et c'est ce qu'on observe maintenant dans le monde. Le développement de l'IA est concentré entre les mains de OpenAI, Anthropic et quelques compagnies qui se trouvent aux États-Unis, un peu au Canada et en Angleterre. Et nous avons maintenant 2 compagnies aussi en France qui sont des acteurs majeurs, mais cela s'arrête là. Il y a 5 ou 6 compagnies qui contrôlent la majorité de la production de l'IA et aussi tout ce qui est lié à la production de nouveaux modèles, production de données et application de l'IA, impact de l'IA. Tout cela est dû à quelques compagnies, 6 compagnies qui se trouvent dans 3 ou 4 pays. Et donc, toutes ces dérives que nous venons de voir, toutes ces problématiques liées à l'éthique de l'intelligence artificielle nous amènent au constat final à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, l'IA n'est plus un simple sujet technologique ou commercial. Il est devenu l'enjeu numéro 1 des tensions géopolitiques. Donc, nous assistons en ce moment même à une véritable guerre froide numérique avec 2 superpuissances qui s'affrontent pour la suprématie absolue. Il s'agit des États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Donc, ces 2 nations ont compris que celui qui contrôle les modèles d'IA
contrôlera l'économie de demain, la sécurité et l'influence culturelle mondiale. Et face aux avancées de l'IA et à ces risques, d'autres blocs géopolitiques ont décidé de réagir pour se protéger. L'exemple le plus frappant est celui de l'Europe, avec l'adoption de ce qu'on appelle EU AI Act. Donc, l'acte, comment on traduit cela? AI Act de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne a produit un cadre législatif historique parce qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas laisser des entreprises privées américaines ou chinoises dicter les règles sur son propre territoire. Donc, l'Europe a donc mis en place la première grande loi mondiale pour encadrer l'usage de l'IA, protéger les données de ses citoyens, interdire la surveillance biométrique de masse et imposer des normes éthiques strictes. L'Europe a donc choisi la voie de la régulation pour défendre sa souveraineté. De l'autre côté de l'Atlantique, la réponse est radicalement différente. Les États-Unis n'ont pas choisi la défensive. Leur stratégie se résume dans le titre de ce document. Winning the race, gagner la course. Leur plan d'action n'est pas un plan de régulation, c'est un plan de suprématie. Et donc, l'objectif de l'Amérique est clair, investir massivement, dominer le marché mondial à tout prix et assurer que l'IA du XXIe siècle parlera anglais, pensera américain et servira les intérêts économiques de la Silicon Valley et de l'Amérique. Face à cette polarisation mondiale, notre continent africain commence enfin à s'éveiller. Donc, l'Union africaine a produit un document décrivant une stratégie pour la gouvernance de l'IA en Afrique. Mais un document politique, aussi bien rédigé soit-il, ne suffit pas à bâtir une souveraineté. À l'échelle mondiale, l'ONU vient de mettre en place un panel scientifique pour créer un cadre mondial pour s'assurer que cette technologie profite à tout le monde et non pas seulement à une poignée de multinationales aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en France et en Chine. Le constat est donc clair et unanime. À l'échelle planétaire, tout le monde s'inquiète en ce moment. Donc des États-Unis aux Nations Unies, en Chine. Chaque continent cherche frénétiquement la même formule. Comment récolter les immenses bénéfices de l'intelligence artificielle tout en évitant ces risques destructeurs dont on a parlé. Donc, tout le monde est en train de chercher un cadre, une éthique, une boussole, afin de bien gouverner l'IA. Et donc, je pense que c'est dans ce sens que le mouridisme peut nous éclairer. Donc, face à cette crise mondiale, face à ce vide éthique où l'Afrique est exploitée et dépassée, nous n'avons pas besoin, en fait, d'attendre qu'on nous dicte comment gouverner l'IA. Nous avons déjà un modèle, c'est l'approche mouride appliquée à la gouvernance de l'IA. Khadim Rassoul, notre cheikh, à travers sa vie, à travers son œuvre, ses Hassidas et ses actions, donc la fondation de Touba et de la mosquée de Touba, il nous inspire pour naviguer sereinement cette nouvelle ère de l'histoire humaine centrée sur l'IA. En Occident, l'éthique de l'IA est souvent une réflexion après coup. On crée la machine et ensuite on cherche comment éviter les procès en justice. À cause des problèmes éthiques que peut causer ces systèmes d'IA. Notre approche doit être l'inverse. Notre fondation doit être la tarbia, donc l'éducation morale. Avant même de créer un système d'IA, nous devons penser à une boussole éthique, comme on le fait avec le Ndigel, comme on le fait en tant que mouride, où on a une vision claire de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc cette boussole éthique-là qui nous guide pour décider de ce qui est bon ou mauvais, nous devons commencer par cela. Donc, nous devons avoir en tête de programmer nos algorithmes, de créer des systèmes d'IA, non pas pour isoler les individus comme l'IA le fait maintenant,
L'IA crée une grande distance entre les individus parce qu'elle peut être addictive. Et nous ne devons pas non plus créer ces systèmes d'IA avec seulement le profit en tête, comme on le fait dans la Silicon Valley, où il n'y a que le profit qui compte. Mais nous devons penser à créer ces systèmes d'IA pour protéger le tissu social de notre communauté. Donc, sur cette base morale, nous avons un premier moteur qui est le xam-xam, la connaissance. À l'époque coloniale, l'arme du cher était la plume, était la connaissance et la production d'œuvres islamiques. Aujourd'hui, notre plume, c'est le code, ce sont les algorithmes. Si nous ne maîtrisons pas ces algorithmes-là, si nous ne pouvons pas écrire, si nous ne pouvons pas avoir nos données représentées dans les systèmes d'IA que nous construisons nous-mêmes, nous serons numériquement effacés. Et donc le xam-xam, c'est une arme pour bâtir notre propre souveraineté numérique. Mais la connaissance sans l'action est stérile. Et donc c'est là où vient le deuxième moteur qui est le jëf, qui est un autre pilier du mouridisme. Le jëf, donc le travail et l'action. Ce que nous dit le jëf, c'est que l'IA ne doit pas être un simple gadget de divertissement. Elle doit être un outil de khidma, de service à la communauté, comme nous l'enseigne notre chef, notre cher. Nous devons utiliser cette technologie pour créer une utilité réelle, pour du jariñ, pour jariñ notre communauté. Donc, pensez à des IA conçus, par exemple, pour les cultivateurs, pour faire face au changement climatique, pour résoudre l'inondation, les problèmes d'inondation que nous avons, ou pour optimiser les réseaux de nos commerçants. Donc, il y a beaucoup de façons de développer des systèmes d'IA qui ont du njariñ, qui peuvent avoir du njariñ pour la communauté et pour le Sénégal et pour l'Afrique en général. Et donc nous avons la base morale, nous avons le xam-xam et nous avons le jëf et le njariñ. Et donc, que se passe-t-il lorsque nous combinons cette connaissance, le xam-xam, le jëf, sur des bases éthiques solides? Nous récoltons les fruits. Nous cessons d'être de simples consommateurs de la technologie occidentale. Nous atteignons la véritable souveraineté technologique et l'indépendance économique. Nous construisons donc ce qu'on peut appeler le Touba numérique. Mais il manque une dernière chose, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de se demander pourquoi est-ce que nous devons faire tout cela. Et donc, dans la Silicon Valley, l'objectif ultime est souvent l'ego, la valorisation boursière ou ce besoin de dominer les autres, donc d'avoir le monopole sur tout. Mais dans la voie mouride, le sommet de la pyramide, c'est l'amour de Dieu. Chercher son agrément, c'est notre garde-fou absolu. C'est notre garde-fou absolu et donc c'est quelque chose que nous devons avoir en tête. Avoir ce besoin de développer des systèmes d'IA qui vont nous permettre de résoudre les problèmes de nos communautés dans le seul but de servir la communauté pour avoir le plaisir d'Allah. Et donc, je pense qu'avec cette pyramide, le mouridisme nous donne une boussole éthique qui nous permet de profiter des bienfaits de l'IA tout en évitant ces risques. Et donc, j'invite tout le monde à devenir les bâtisseurs de ce Touba numérique-là.
afin de continuer à faire vivre les valeurs de Serigne Touba et du mouridisme. jërëjëf.